Poésie sur parole, magazine, une émission d'André Velter. Aujourd'hui, un portrait, une évocation de Joyce Mansour. Tout casser, briser l'image du pénis paternel, lové comme un serpent dans un vase de galets, écraser sa tête sous un talon d'acier. Un vague sentiment de retour vagit dans le ravin, passer outre. Il faut rire en montant les marches de la vieille maison, éventrer les acteurs égrenant leurs bigoteries, haïr les fébriles, égorger les assis, déraciner les morts assoupis dans leurs excréments, avaler, cracher, oublier, maudire la chair bêlante, huileuse comme un lit défait. Il faut mastiquer, éjaculer, boucher les orifices, replâtrer l'hymen. La mort est un porte-tambour, un œuf saponaire, un croupion. Il faut dégonfler le chancre sur la face divine, la détruire. Pissez, fontaine, la vie hibernante des glaciers gonfle vos toisons de pierre. Vos clitoris s'écaillent, ainsi que des crocodiles implantés dans le sable frais. Mort aux veules, mort aux vrilles, mort aux habitués de l'utérus, mort aux isolés debout. Il y a du sparadrap sur la blessure de la vigne et une route parallèle à celle qui n'existe plus. C'est précisément cette route parallèle que vient de nommer Joyce Mansour qu'il nous faut tenter de suivre pour la retrouver, elle, la jeune femme désinvolte, qui sans doute aurait voulu ne vivre qu'en rupture, ne pas s'installer et répondre toujours aux questions par d'autres questions plus vertigineuses. Marie-Laure Missire, dans la superbe monographie qu'elle vient de publier chez Jean-Michel Place, la définit comme une étrange demoiselle. Étrange en effet, insaisissable, préférant disparaître derrière quelques propos légers qui ne l'entament en rien, refusant de livrer sa part de douleur et d'ombre. Sa voix, aux sonorités si singulières, avec un français phrasé comme de l'anglais d'Orient, sa voix n'a guère été enregistrée. Nous allons pourtant l'entendre, lisant quelques-uns de ses poèmes, répondant en 1967 à Jean Paget dans l'un des rares entretiens qu'elle ait donnés. Elle, qui, née en Angleterre, avait presque aussitôt rejoint l'Égypte, dit le lien à la fois étroit et distendu qui existait entre elles et cette porte ouverte sur un autre monde. Il y a des choses qui vous manquent, vous savez, pas du tout les gens ou pas du tout la façon de vivre ou des choses comme ça, non, parce que je m'ennuyais beaucoup. Mais non, mais comme ça, l'odeur de poussière, comme ça, la chaleur, comme la façon qu'on mouillait les rues, vous savez, et puis des choses comme ça, physiques, ça vous manque un peu. Et depuis que je suis ici, je réalise que oui, que l'Afrique, ça veut dire quelque chose pour moi. Je suis retournée en Afrique, d'ailleurs, j'étais au Kenya, j'étais en Tanganyika. Et quand j'ai mis le pied même à cet immonde Djibouti, je sais pas, c'est quelque chose, c'est comme une bouche de fourneau, c'est laid, il n'y a que du sable. Je sais pas, j'avais une sensation que c'était là que ça se passait. C'était bien. On n'a pas l'impression ici où tout le monde est comme ça, il y a un côté répu, il y a un côté confortable parce que tout va bien, mais vous allez dans ces trucs-là, ces pays-là, il y a cette poésie, le côté folklorique des choses, mais en dessous, il y a le Moyen-Âge, il y a tout ce qui va pas. Et puis c'est couvert avec ce soleil, parce que personne n'est... C'est beaucoup moins misérable quand il y a un soleil, beaucoup moins mal, n'est-ce pas? On est beaucoup moins triste, même les malades. Moi, je me rappelle toujours que j'ai travaillé avec un docteur à un moment donné c'est un type qui faisait de tout, hein, depuis les pieds malades jusqu'aux hystériques. Et bien, c'était toujours, même les choses les plus affreuses, il y avait une espèce d'humour noir incroyable. Parce qu'il fait chaud, parce que tout le monde est bon enfant. Je crois que vous avez écrit vos premiers textes en anglais, vos premiers textes littéraires, vos premiers textes poétiques. Alors je voudrais savoir pour quelles raisons vous êtes passé de l'anglais au français. Parce que j'ai rencontré un homme qui refusait de parler autre chose que le français. Alors j'ai laissé tomber l'anglais
Et je me suis mis à lire et à écrire, à essayer de penser en français. Et comme si je commençais une nouvelle vie avec une nouvelle pensée, une nouvelle tout. Une nouvelle langue. Oui. Et une nouvelle façon de penser, parce que quand j'ai relu les choses que j'écrivais dans la langue anglaise, ça n'avait rien à voir. C'était tout à fait... C'était très brutal comme ça, mais... Je sais pas, c'était tout à fait différent, comme si quelqu'un d'autre est venu à ce moment-là. C'est vrai, mais j'étais à ce moment-là, encore plus furieux contre tout, parce que tout allait mal. À ce moment-là, j'ai eu absolument un moment où tout allait tellement mal que je me disais à ce moment-là, c'est formidable, parce que qu'est-ce que ça va être bien après, parce que tout le monde mourrait, tout était absolument épouvantable. Et alors, ce que j'écrivais était aussi fou de rage, fou de... C'est vrai, c'était uniquement des injures, ça a l'air d'une blague, mais c'était totalement injurieux. Personne ne les a vus d'ailleurs, c'est comme des colibés comme ça. Et est-ce que toi, alors, toutes ces choses de la réalité comme ça, africaine, vous les avez dites dans le premier livre publié de vous qui s'appelle Cri? Non, j'ai jamais dit, je crois. Jamais, j'ai jamais... Non, parce que c'est pas des paysages, au fond. Pas tellement, je ne crois pas. Mais ce premier livre, Cri, ces poèmes qui ont été réunis sous le titre de Cri, oui. C'était des poèmes d'amour ou bien est-ce qu'ils étaient très liés à la réalité que vous venez de dire? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une autre réalité, je crois. C'est la réalité c'est le plus proche, non? Oui, ça, oui. Je crois que c'était des poèmes, c'était pas spécialement d'amour, c'était des cris, parce que moi, à ce moment-là, j'avais marre de tout, je vous avais dit. Alors, j'ai vraiment crié, comme font les... C'était des cris. C'était très court, il y avait quelquefois 4-5 lignes. Et c'était comme font les pleureuses, voilà, vous savez, où ils crient très haut dans la tête, comme ça. Et eux sont soulagés, et tout le monde autour est soulagé. On est content et en même temps, on se dit, c'est affreux, c'est épouvantable, on a la chair de poule. C'est une soupape. Oui. Une soupape, une façon de se dégager en quelque sorte d'une souffrance, non, c'est cela? Oui, parce que nous, on ne peut pas le faire, même si on veut. Quand on est là, on est discipliné, on est comme ça. Alors, elles sont payées, c'est des gens qui viennent et elles sentent. Je ne sais pas ce qu'elles sentent. Mais tout le monde se sent beaucoup mieux, hommes et femmes et tout, c'est très curieux. Alors moi, c'était comme ça. Je me suis dit, bon, je ne peux pas crier à cause, on va m'enfermer. Mais j'ai crié comme ça. Et comme ça. Je ne comptais pas sur quelque chose. Je me disais, je vais crier tout ça, simplement. Je pense trop souvent aux cérémonies funèbres. Saute, petit poisson rouge. Je pense trop souvent aux tombeaux ravagés, aux veillées oppressives. Je ne sais repousser la veuve ni adoucir son parchemin. Servante des cimetières depuis l'Antiquité perdue, la terre est le toit de ma maison. Partout dans mes songes flotte une odeur féminine, comme une plaie érotique aux aiguilles ultra fines, comme une ruine. Comment chasser les cadavres porteurs de contagion? Vaste assemblée en pyjama orange et vitrines antiquaires. Comment sceller les catafalques sans toucher à la soupe? Comment épousseter un mort sans déranger ses paupières? Où irai-je quand toutes les routes seront surveillées? Tout ceci parce que j'aime faire l'amour sous l'eau, pommader mes cheveux de brouillard et de bile, et me laisser aller au fond du canapé avec un palefrenier bossu et un doigt de vagabondage. Tout ceci parce que tu sais que j'étais voleuse autrefois. Et ce sont ces cris que Breton a entendus. Oui, il a écrit une lettre et j'étais toujours en Égypte d'ailleurs. Mais une très belle lettre avec cette sensibilité. Et comme ça, toujours cette main ouverte. C'était comme un salut, mais pour moi c'était énorme parce qu'en Égypte, il y avait mon père qui suppliait pourquoi tu n'écris pas sur les abeilles et les fleurs et des trucs comme ça. Et puis les autres qui se disaient les dingues, c'est pas la peine d'en parler. Puis c'était. Alors tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui avait fait ci.
qui avait entendu ces cris. Et vous êtes venu alors en France parce que, justement, vous pensiez qu'il fallait venir parce que Breton avait compris ce que vous vouliez dire, ou bien alors ce sont des circonstances tout à fait autres qui vous ont fait venir? Oui, c'était des circonstances autres. Puis, non, je suis venue avec cet homme que je vous ai dit plus tard. Et j'ai rencontré Breton à ce moment-là. Mais, comment vous dire, c'était tellement énorme déjà qu'il avait entendu que c'était presque comme une fin en soi. C'était tellement formidable de ça. Et quand vous avez vu Breton, alors quel effet vous a-t-il fait? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Vous savez maintenant que c'est difficile. Je ne me rappelle plus du tout parce que c'est devenu tellement une partie de ma vie que je ne sais pas, il n'y a ni fin ni début. C'était fantastique. Il répondait une espèce un enthousiasme, une générosité formidable. Mais il bouleversait tout. Il n'y avait pas d'idée, reçue. Tout est remis en cause, absolument. Tout le temps. C'était fantastique. C'est comme un bouillonnement. Toujours, jusqu'au dernier jour. Toujours. Tout. Et si vous lisez ces livres, c'est vrai, il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas de contentement, jamais de regard en arrière. Toujours... la vraie révolution, une chose qui tourne sur elle-même tout le temps et qui découvre tous les jours quelque chose d'autre. Parce que les vieux, c'est terrible. Vous savez, les gens qui sont à partir de, je sais pas, quand on n'est plus en train de détruire tout autour, les gens sont là, ils se disent, voilà ce que j'ai fait, tout ça. Lui, jamais. Il n'était jamais en train de se dire, voilà ce que j'ai fait. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe plus loin? Et jamais, lui-même, ça ne l'intéressait pas du tout. Et ensuite, alors, vous avez continué à travailler pour vous, et est-ce que l'influence de Breton, alors, a beaucoup joué sur ce que vous avez fait après? J'aimerais le penser, mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. J'ai suivi la route parallèle, derrière le tulle des ténèbres, entre les cuisses de mes aïeux, d'art de la langue hébraïque. L'art commence où le désir finit, mat et sale, sans haleine, face d'argent sur champ de gueule. J'ai crevé dans ma peau, ainsi qu'une enflure bleuâtre dans la boue. Saturne fait usage de son dard pour stimuler son appétit. La mort peut être nécessaire aux autres. Je hais les satisfaits, les stériles, les nantis. Un mort suit l'autre sans connaître son visage. Une femme traverse les rails, ensanglantée. Personne ne la voit, personne dans l'ascenseur. Le jaune insoutenable d'une voix de canari, mélange d'arsenic et de colle, relie les côtes aux barreaux et ne laisse point d'espace pour l'oiseau. La poésie, pour vous, ça vous permet d'exprimer quoi? Ça, je sais bien que c'est une question difficile et comment y répondre, mais est-ce que ça, vous me dites d'abord que ça a exprimé une révolte avec Cris, ensuite que vous avez publié un certain nombre de textes sous le titre de Déchirure, c'était... les mêmes. C'était toujours des cris. C'était toujours des cris, et ensuite alors Les Rapaces. Mais c'est ceux qui crient, ça. C'est également ceux qui crient. Et alors ça donc exprime toujours une révolte. Et cette révolte est quoi? Celle d'une femme? C'est pas fatalement une révolte. C'est un appel en même temps. Quelquefois, les danseurs, ils sont pas bien dans leur peau. Ils arrivent, par exemple, si vous avez fait de la danse, ils arrivent à la répétition, on sent qu'ils sont comme ça, mal réveillés, Puis la musique, 10 minutes de choses, d'exercice, et puis ils sont déliés, ils sont bien, on voit, ils ont tous les traits repassés, c'est tout à fait autre chose. Et l'écriture, c'est un peu ça. Après, on peut continuer à se mouvoir comme ça, donc tout va mieux. Cette jeune femme qui considérait l'écriture comme une danse et qui en quelque sorte dansait ses poèmes autant que sa vie, André Breton l'avait célébrée ainsi. Jamais dame, pas plus Louise Labbé, dite la Belle Cordière, n'a fait vers lui une si grande liberté que vous.
Je ne me lasse pas de regarder tout ce qui scintille de suprême espièglerie à travers ces pages, sans pour cela cesser de mettre gravement en cause la vie humaine et les destins individuels. Plus simplement, plus directement, vous êtes doué de ce que je tiens pour le génie. Quand la guerre pleuvra sur la houle et sur les plages, j'irai à sa rencontre armé de mon visage, coiffé d'un lourd sanglot. Je m'étendrai à plat ventre sur l'aile d'un bombardier et j'attendrai. Quand le ciment brûlera sur les trottoirs, je suivrai l'itinéraire des bombes parmi les grimaces de la foule. Je me collerai au décombre comme une touffe de poils sur un nu. Mon œil escortera les contours allongés de la désolation. Des morts brasillant de soleil et de sang se tairont à mes côtés. Des infirmières gantées de peau pataugeront dans le doux liquide de la vie humaine. Et les moribonds flamberont comme des châteaux de paille. Les colonnades s'enliseront. Les astres bêleront, même les pantalons de flanelle s'engloutiront dans l'espace géant de la peur. Et je ricanerai, dents découvertes, violettes d'extase, dithyrambiques, hystériques généreuses, quand la guerre pleuvra sur la houle et sur les plages. J'irai à sa rencontre armé de mon visage, coiffé d'un lourd sanglot. Nu, je flotte entre les épaves aux moustaches d'acier, rouillé de rêves interrompus par le doux ululement de la mer. Nu, je poursuis les vagues de lumière qui courent sur le sable parsemé de crânes blancs. Muette, je plane sur l'abîme. La gelée lourde qu'est la mer pèse sur mon corps. Des monstres légendaires aux bouches de piano se prélassent dans les gouffres, à l'ombre. Nu, je dors. J'écrirai des deux mains. Le jour que je me tairai, j'avancerai les genoux raides, la poitrine pleine de sein. Malade de silence rentré, je crierai à plein ventre le jour que je mourrai pour ne pas me renverser quand tes mains me devineront. Nu dans la terre brûlante, je m'étranglerai à deux mains quand ton ombre me léchera écartelée dans ma tombe où brillent des champignons. Je me prendrai à deux mains pour ne pas m'égoutter dans le silence de la grotte, pour ne pas être esclave de mon amour démesuré. Et mon âme s'apaisera, nue dans mon corps plaisant. Maintenant, un document. L'entretien libre sous forme de jeu, enregistré en 1975 par Alain Jouffroy et Joyce Mansour et intitulé « Les sourds s'entendent ». Tu écris et tu vis à l'infinitif. Tu dis planter, rêver, quitter, forcer, jouir,
croiser, détruire, empêcher, pisser, te représenter morte, chanter, pleurer, te libérer de l'herbe poisseuse de la jalousie, etc., etc. Mais dans l'infantilisme de ce que l'on croit fini, peut-on s'inventer un nid et se sauver soi-même de la noyade? Chanter à tue-tête pour tuer la pensée dans l'œuf. C'est ça ce qu'on devrait faire, toi et moi. Les sons ont des couleurs. Voir le beau poème de Rimbaud, Boyel. Et la physiologie des sons de Saussure. Suivre ce fil d'Ariane dans le labyrinthe de l'oreille, au rythme de l'escargot, car le souffle est le verbe. En hébreu, le souffle est neutre dans la première phase de la Genèse, ni masculin ni féminin, mais les deux à la fois. Le son ainsi que le feu est né du frottement du souffle sur les cordes vocales avant d'être éjecté de cette fente nommée la glotte, loin des poumons. Ainsi que le premier couple, neutre aussi, le premier souffle du nouveau-né est un cri. Être invisible et aimé de vous, dis-tu. Lourde de la gélatineuse souffrance orientale. Et tu dis aussi que tu veux calmer la houle. Mais quand Artaud disait que seul le fou est bien calme, n'était-il pas la houle lui-même? Tu n'es pas Artaud, tu es Joyce Mansour. Aujourd'hui, on ouvrirait peut-être les portes qu'on fermait à Artaud de son vivant. Mais quelle porte, à toi, te ferme-t-on? Le rêve, pour moi, et comme pour toi d'ailleurs, est la dernière contrée qui conserve le souvenir des langues anciennes. Langue dite des oiseaux, langue de feu, langue de chat. Je donnerai volontiers mon langue au chat en ce moment d'ailleurs. La poésie donne une émotion, une image virtuelle, symétrique, de ce qui est rétracté dans le miroir du déjà nu. Du déjà nu? J'ai entendu ce mot-là. Tu as dit déjà nu. Avant d'être femme, il vaut mieux rester assise, tu dis. C'est encore toi qui le dis. Je ne t'ai jamais vue assise que pour t'empêcher de crier. Es-tu une femme? Es-tu une fillette? Es-tu gisante et satisfaite? Quand je te parle sans t'entendre, je suis un autre, une poussière de jeu flottant dans le soleil. Je veux dire, je ne sais pas qui je suis tous les qui à la fois, mais je me demande aussi, le poète est-il celui qui transforme un connu en incognito, et incognito en un qui cogne à la porte? À quelle porte cognes-tu? À quelle porte? À quelle porte? Tu entends, toi? Je devine quelquefois ce que tu dis sur tes lèvres, mais c'est très difficile. Je reconnais volontiers les risques et fatigues encourus par les joueurs de mots. Les porteurs de gris trouvent souvent chaussures à leurs pieds. N'importe quel fil tiré consciencieusement fait une belle pelote à la langue, même si le fil en question n'est qu'un fil à la patte de celui qui pense tirer les 10 fils. Oui. Et quand tu vis, est-ce que tu regardes l'aiguille de la vitesse? Je suis absolument de ton avis. Autrefois, les hommes s'abîmaient dans la religion. Désormais, c'est dans le sexe. Je préfère la seconde solution pour ma part. Tu voudrais te dévêtir, insoucieuse de l'hyménée, arabe, et mourir, sanglante, debout. Es-tu arabe? Ou vis-tu à Paris comme au Harare, ton Harare? Oh oui, le totem n'est qu'une béquille après tout. Oh, ainsi que
Bélisque et le phallus. J'envie ceux qui savent briser la coque cérébrale, ceux qui dansent, chantent, crient, ceux qui créent dans le désordre. L'autre, c'est la mort. En ancienne Égypte, les morts sont toujours montrés de profil, car la mort ordonnée ne peut être que symétrique. Le sexe, le désir, les bavures, c'est la vie. Le monde apparent est une enveloppe à déchirer. Après ce dialogue semi-improvisé et tout à fait débridé, un poème dit par Maria Casares, un de ces poèmes dont Bachelard affirmait qu'il captait les cris essentiels, ceux qui disent la passion dans son vertige. Retrouvais le désert, mon pays desséché et secret, la vie même. L'enchanteur endormi dans les mirages verts profonds du tapis. Traverser la Judée, le frais jardin clos, le cimetière. Ô vent de Galilée, miroitement de la nostalgie sous une lune de pierre. Fuir les tigrures des nuages sur le sol aveuglant. Fuir en dansant. Un vent plaintif s'élevait dans mon cœur, de pâles paroles tombées des tuiles ruissellent sur ma peau sèche. Mer morte du souvenir au creux de l'après-midi. Viens, enlace-moi. Allons vers les forêts, les ravins, les blancs pommiers. Je rêve consumé par une folie dangereuse. L'horizon brûlant et impie fait signe, et des pyramides s'érigent sur la plaque tournante de midi. Je rêve, oui, je rêve sans espoir de retour. Seul l'aveugle sait maudire la bougie échevelée. Les tendres yeux étirés de l'amour sont cailloux pour toi, bijoux, trous, tanières, luxure et putréfaction, coutures et balafres de l'église nommée or. Être invisible et aimé de vous. Nocturne oiseau de proie, je plane derrière la porte pluvieuse, solitaire et sauvage, lourde de la gélatineuse souffrance orientale. Courir, rouge de votre odeur, dans le jeu phosphorescent des vagues, nues, rousses et tentaculaires, suspendues au cri de la petite flûte, pétale. Mon pubis se soulève, calme, houle, calme, calme, malheureuse que je suis. La lune brise l'image engloutie, avant même que sur le sable rose, votre tête puisse venir mourir. Être invisible et aimé de vous, à quelques lieues de l'Atlantide, sur la mer ouverte de mes songes. C'était Poésie sur parole, magazine, spécial Joyce Mansour, à l'occasion de la publication chez Jean-Michel Place de la monographie de Marie-Laure Missire, Joyce Mansour, Une étrange demoiselle. Poème dit par Joyce Mansour et Maria Casares. Entretien, France Culture, Jean Paget, 1967, Poésie ininterrompue, 1975. Mixage, Michel Mestre, attaché de production, Xavier Carrère. Réalisation, Patrick Molinier. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de France Culture.